Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais ouvrir ce webinaire sur la thématique des bâtiments et des aménagements circulaires, où nous allons vous parler à la fois des diagnostics ressources jusqu'à la conception au design d'aménagements intérieurs circulaires. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Arpastrans, mais pas beaucoup de temps puisque le menu est assez copieux pour ce webinaire. Donc, en guise d'introduction, quelques mots sur Arpastrans. Nous nous sommes donnés comme mission d'accompagner les transformations de l'immobilier au travers de nos 4 pôles métiers qui sont le conseil et l'innovation, donc l'aménagement intérieur et le design, l'immobilier responsable et la biodiversité et la biophilie, qui sont les 4 pôles métiers qui réunissent la centaine de collaborateurs d'Arpastrans qui intervient pour les promoteurs, les foncières, les utilisateurs, les asset managers, les FMR pour produire un immobilier qui fait sens au regard des enjeux que nous avons à adresser aujourd'hui, qui sont ceux de l'usage, qui sont ceux de la qualité de vie, qui sont ceux de l'adaptation et la transition par rapport au changement de climat, et enfin les enjeux qui ont trait au vivant. Next slide. Donc, nos 4 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons depuis maintenant de nombreuses années sont les sujets que je viens d'évoquer à l'instant, auxquels se rajoute, en plus de la partie transition, santé et biodiversité, toutes les transformations qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui sont les transformations non seulement liées au digital, mais la transformation des nouveaux usages dans lesquels on voit de plus en plus de mixité être produite dans les quartiers et dans les bâtiments. Également aujourd'hui portés par les modifications de la crise sanitaire, les enjeux qui sont liés à des sujets de travail qui se verra de plus en plus hybrides et se distribuer sur les bureaux, mais également les espaces de tiers-lieux, les logements, et qui sont des sujets que nous avons adressés récemment et que nous continuerons d'adresser dans les prochains mois. Les périmètres d'intervention d'Arpastrans sont des périmètres qui sont assez variés. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sujet des bureaux, mais pour mémoire, nous travaillons également sur les équipements publics et privés, sur les sujets liés au commerce, sur les sujets liés à la formation et à la recherche, à la logistique et à l'industrie et au logement. Et nous intervenons à la fois à l'échelle des quartiers ou des projets urbains, les bâtiments et les immeubles, et les aménagements intérieurs. Et nous allons de fait jusqu'à l'utilisateur final des espaces, qui nous semble un élément primordial, à la fois pour l'acculturation que peut avoir les bureaux et les bâtiments dans les sujets qu'on adresse, et également le fait que pour porter du sens, il faut s'adresser directement aux utilisateurs de ces différents actifs pour qu'ils puissent être acteurs eux-mêmes des transformations qu'on veut mettre à l'œuvre. En matière d'aménagement et de design des espaces de travail, puisque la parole va être portée par Léna et par Pauline, qui sont deux personnes qui sont dans le pôle aménagement et design des espaces d'Arpastrans et qui seront aussi accompagnées par Lucille, qui travaille dans le pôle d'expertise lié aux bâtiments responsables. Donc, le pôle aménagement et design des espaces, il porte à la fois sur la définition de politiques et de stratégies de workplace, sur les sujets qui sont liés au space planning et au design des espaces et des services, et vont jusqu'à la réalisation des projets en MOE réalisation et en conduite de changement, puisque nous accompagnons les entreprises à mettre en place des nouveaux espaces de travail qui impliquent d'embarquer l'ensemble de la collectivité et de la communauté que forment les espaces, qui sont à la fois les différentes directions qui sont impliquées dans ces projets, que ce soit les directions immobilières, les directions des aménagements intérieurs, les directions des achats, toutes les directions de communication, et également les collaborateurs et l'ensemble des prestataires de services qui s'invitent dans ces projets. Nous avons, donc, comme je l'évoquais, Lucille qui interviendra. Donc, on a aujourd'hui des offres d'accompagnement en matière de bas carbone, en matière d'économie circulaire, qui sont de l'accompagnement en conception bas carbone, qui vont à la fois de la conception bioclimatique jusqu'au mode constructif aux matériaux, la performance énergétique, l'intégration des ENR et l'ensemble des trajectoires qui nous permettent de répondre aux enjeux de la SNBC ou de la RE 2020 avec un certain nombre de labels que nous avons l'habitude d'utiliser sur nos projets, et également du conseil stratégique, qui sont du conseil qui nous permet d'adresser
les aspects de bilan carbone des entreprises, l'alignement en trajectoire à 5 ou 2 degrés et l'ensemble des plans d'action stratégiques de suivi des objectifs et d'indicateurs de manière à suivre dans le cadre de plans de progrès les mises en œuvre des projets à bas carbone et d'économie circulaire. Notre réponse aux enjeux du circulaire, et donc c'est ce qui nous a amené à faire ce webinaire, c'est qu'il y a un certain nombre d'échelles auxquelles ce sujet de la circularité, du réemploi sont aujourd'hui bien adressés, qui sont ceux du bâtiment. Et il y a aujourd'hui sur l'aménagement intérieur un gisement important en matière de trajectoire bas carbone et en matière d'économie circulaire qui ne nous semblait pas assez adressé. Donc, c'est la raison qui nous motive en fait à faire ce webinaire dans le cadre de la projection d'une nouvelle offre sur ce sujet. Et aujourd'hui, notre réponse au circulaire, elle se fait à toutes les échelles d'un projet immobilier, à savoir les matériaux, les équipements, la conception des espaces, la gestion des déchets, la gestion de chantier, le choix des entreprises qui est clé dans le cadre d'édiction des cahiers des charges qui permettent à l'ensemble de la chaîne de valeur de se mobiliser par rapport à ce sujet. Et donc, il s'agit des prestataires, des gestionnaires de déchets, des personnes qui choisissent les consommables et les équipements informatiques, ceux qui sont en lien avec les fournisseurs de mobilier, d'aménagement intérieur et d'équipements de seconde œuvre, comme est mentionné sur cette slide. Donc, on est bien en train de travailler sur différentes échelles, qui sont celles du bâtiment et de l'aménagement, pour aller rechercher le maximum de potentiel en matière d'économie circulaire qui produit des effets positifs sur les aspects de carbone, sur les aspects de qualité de vie et sur les aspects d'entraînement positif de l'ensemble de la collectivité sur ce sujet. Je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, on est une équipe pluridisciplinaire, donc vous avez là les compétences qui sont mentionnées sur cette slide que je vais vous faire, que je ne vais pas vous lire, ce serait beaucoup trop long. Aujourd'hui, on est une centaine de collaborateurs qui réunit des architectes d'intérieur, des designers, des ingénieurs, des urbanistes, de manière à pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets avec des accréditations qui nous permettent en plus de back-upper et de valoriser également vos projets pour montrer qu'ils sont dans une dynamique positive vis-à-vis des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Nous avons un certain nombre de clients. Ce qui est à mentionner sur cette slide, peut-être pour la faire plus synthétique, c'est que nous travaillons pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, les foncières, les asset managers, les promoteurs, les constructeurs, les facilities managers, les utilisateurs et à la fois pour des maîtrises d'ouvrages publics et des maîtrises d'ouvrages privés. Donc là, vous voyez un certain nombre de logos qui reflètent la multitude et la richesse des clients pour lesquels nous travaillons. Donc pour ce webinaire, nous avons réuni une équipe de femmes. Donc vos interlocutrices et les conférencières pour ce webinaire sont Léna, qui va prendre la parole juste après moi, Pauline et Lucille. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un sujet qui est très transversal chez Arpas France, puisque ça réunit 2 pôles d'activité. Et donc c'est un sujet pour nous de venir se rencontrer des expertises que nous avons la chance d'avoir réunies au sein d'une même société Arpas France pour adresser dans l'ensemble des métiers les enjeux de développement durable. Et donc, je vais laisser la parole à nos 3 conférencières pour vous faire cette conférence. Passez un bon moment. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Gwen. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, on a une présentation pour vous en 3 parties. On va d'abord parler de pourquoi s'engager dans l'économie circulaire pour les projets d'aménagement intérieur. Ensuite, on vous présentera comment partir du diagnostic réemploi à un projet d'aménagement, à une conception circulaire. Et ensuite, on va finir en conclusion avec qu'est-ce qu'il faut pour aller vers des aménagements intérieurs circulaires. Donc, dans la première partie, pourquoi s'engager, je vais vous parler d'abord des enjeux des déchets, et surtout des enjeux du carbone aussi. L'économie circulaire, comme vous le savez peut-être, c'est une approche à grand effet d'entraînement positif. Donc, même si je vais faire un focus sur les déchets et le carbone maintenant au début, vous découvrez aussi que c'est une démarche, par exemple, qui crée des emplois locaux, qui permet la réduction de la pollution de l'air, de l'eau et bien plus d'autres impacts positifs.
le bâtiment, à travers les travaux publics, le bâtiment et les travaux publics, représentent 70% de la production de déchets en France, ceci selon les derniers chiffres de l'ADEME. Le gisement de déchets du BTP s'élève à 42 millions de tonnes à peu près. Et pour le bâtiment, c'est surtout des déchets inertes et très peu de déchets dangereux, comme vous pouvez voir dans cette répartition. Et environ 10 millions de ces tonnes sont imputables aux travaux de réaménagement et seconde œuvre. Vous avez peut-être rencontré ce formulaire CERFA sur vos projets. C'est un bordereau de suivi des déchets. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est qu'en fait, ces bordereaux, ils sont peu transparents finalement. Souvent, on voit dans la partie sur laquelle on a zoomé, on voit une indication R12. Et le R12, en fait, ça veut dire un regroupement pour valorisation. Et on ne sait pas finalement qui aura finalement ces ressources dans la main et qu'est-ce qu'il va en faire avec. Donc, le recyclage ne nous sauve pas, et pas seulement parce qu'on a la transparence, mais aussi parce que le recyclage, finalement, fait partie d'une chaîne d'économie linéaire, en fait. Donc, c'est un modèle qui dit qu'il faut fabriquer, consommer, jeter. Et d'un côté, on a une surconsommation de ressources, et de l'autre côté, on a du gaspillage, la pollution et les déchets. Et le recyclage permet de faire un ou quelques tours en plus, mais ce n'est pas un changement de paradigme. De plus, c'est une démarche qui crée de l'épuisement du capital naturel. Vous avez sûrement entendu parler du jour de dépassement mondial, ce qui veut dire qu'en quelques mois, nous épuisons les ressources que la Terre a mis 1 an pour produire. C'est peut-être le fait qu'en 1970, il fallait une planète Terre pour répondre à nos besoins. Et cette année, on a dépassé ce que la Terre a pu faire en une année, déjà au mois de juillet. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juillet, on prend déjà sur les ressources de l'année prochaine. Et ça nous met en situation de dette de capital naturel, en fait. De plus, les ressources essentielles, elles sont limitées. Donc, l'eau pure, l'air propre, mais aussi le sable, par exemple. Le BTP est le consommateur numéro 1 du sable, par exemple, et moins de 5% du sable présent sur la Terre peut être utilisé pour faire du béton. Le sable du désert est, par exemple, trop arrondi pour coller au ciment. Et il n'y a que le sable marin qui peut être utilisé pour le BTP. Et c'est pour ça qu'à Dubaï, pour la construction, le sable est importé. En Europe, le BTP est responsable de plus de 50% des matières premières extraites. Et comme on a tous vécu, je pense, cette année, il y a des pénuries de biens partout. Les chaînes logistiques ont été chamboulées par la crise. Et ce n'est qu'un avant-goût, en fait, à notre avis, du scénario plus 4 degrés, par exemple. Donc, sur nos projets, on a vu des retards sur les chantiers, on a vu jusqu'à 30% de surcoût sur certains matériaux et aussi des quotas par entreprise. Donc, par exemple, pour les plaques de plâtre, il y avait des quotas, par exemple, pour les entreprises. Et tout ça nous mène à dire qu'il est temps de changer complètement de paradigme, en fait. Il faut aller vers une économie d'autosuffisance où le concept de déchets n'existe pas. Et la nature, elle nous propose un beau modèle, en fait, pour ça, parce que dans la nature, tous les déchets deviennent nourriture. Elles sont régénératrices et elles permettent aux nouvelles ressources de se créer. Donc concrètement, quand on regarde par exemple pour les produits et matériaux, ça nous permet de dire qu'en fait, il y a 2 cycles de matière. Il y a un cycle biologique, donc c'est-à-dire tout ce qui est biosourcé et du coup biodégradable, et tout ce qui est technique, par exemple l'acier. Et l'idée est de bien respecter ces 2 cycles, de ne pas les mélanger, parce que quand on les mélange, on n'arrive plus à récupérer les ressources pour les réinjecter.
Et ça, c'est un modèle de l'économie circulaire. Donc, en application, l'idée est évidemment d'allonger au maximum la vie de la matière et d'éviter l'enfouissement. Donc, par exemple, ici, dans ce schéma, ça, c'est un exemple de démarche circulaire. Donc, tout d'abord, au cadrage, au démarrage du projet, les premières étapes sont de refuser, de repenser le design, le projet, et aussi de réduire les besoins. Quelque part, il y a un esprit de sobriété, que ce soit la complexité de la palette des matériaux, que ce soit de réfléchir sur quels sont nos besoins réels. Et ensuite, pour ce qui est de l'usage des matériaux et de produits, une fois qu'on est rentré dans cet usage, tout d'abord, il faut rester dans le cycle que vous voyez à droite. Donc, quand on a utilisé un matériau, un produit, on commence déjà en le réemployant et après, on répare, on rénove, on refabrique, on réadapte. Et si on n'arrive pas à faire tout ça, on recycle, mais on essaie de rester dans cette circularité. Et après, quand on ne peut plus faire tout ça, au pire, la matière part pour la valorisation énergétique. Mais l'idée est d'éviter à tout prix l'enfouissement. Et tout ça, toute cette activité, en fait, autour de garder la matière première dans une boucle, de la garder en usage, ça crée des emplois locaux et souvent d'insertion. Et qui dit circulaire dit aussi bas carbone. Vous le savez peut-être, mais l'économie circulaire, la démarche circulaire permet d'économiser notamment sur ce qu'on appelle les phases A ou du cradle to gate. Donc ça, c'est tout ce qui part de la matière première, de son extraction, son transport et ensuite sa fabrication. Donc quand on réemploie par exemple un matériau ou un mobilier, toute cette partie d'extraction, de fabrication, elle est économisée. Après, il y a aussi des économies dans les phases C, dans les phases de fin de vie, parce que au lieu d'avoir l'impact carbone du traitement de déchets, on réinsère dans le cycle la ressource. En effet, l'étape de fabrication représente entre 70 et 90% de l'empreinte carbone d'un matériau ou produit. Vous voyez ici deux exemples. En fait, c'est une étude qu'on a fait pour un projet. Donc, on remarque que pour, par exemple, les cloisons vitrées, la différence entre l'usage d'un matériau neuf et d'un matériau envoyé en réemploi, donc c'est-à-dire que j'ai utilisé un matériau neuf. Par contre, quand j'en ai plus besoin, je l'envoie en réemploi. Je n'économise que la fin de vie. Donc, c'est une petite différence. Par contre, si je fais mon projet en prenant un matériau issu de réemploi, notamment une cloison, la différence d'impact carbone, elle est très, très grande. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait sur un projet de 10 000 m² de bureau. Et l'option du réemploi a permis d'économiser plus de 200 tonnes de CO2 sur le projet. Et au-delà du carbone, donc on fait un focus sur le carbone, mais si on rouvre, l'économie circulaire, elle permet aussi de toucher aux autres impacts environnementaux. Donc, si je prends l'exemple de la moquette en haut, vous voyez par exemple qu'une moquette en exploitation, donc le violet, c'est l'étape d'utilisation par exemple. On voit que la partie carbone, certes, elle est très impactante, mais aussi en usage. Donc, l'impact sur la qualité de l'air, sur la pollution de l'air, de devoir, par exemple, tous les jours aspirer la moquette, de devoir faire des shampoinages. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il est important de toujours faire le choix le plus adéquat parce que les impacts sont nombreux. Donc, il y a le carbone, mais aussi partir avec le bon choix, ça peut impacter aussi d'autres critères. Les matériaux immobiliers, par ailleurs, ont une durée de vie plus longue que leur usage habituel. Par exemple, les moquettes, elles sont conçues pour avoir une durée de vie de 10 ans, mais en réalité, elles ont une durée de service habituelle d'environ 3 à 7 ans.
mais avec un usage correct, avec un bon entretien. Elles ont une durée de vie possible de jusqu'à 20 ans. Et pour le mobilier, par exemple, cette chaise, elle est conçue pour avoir une durée de vie, sa structure a une durée de vie de plus de 20 ans. Et les assises et les accoudoirs, comme elles sont en mousse, elles ont plutôt une durée de vie de 10 ans. Par contre, elle est conçue pour que les accoudoirs et l'assise puissent être facilement changés. Donc, après 10 ans, que ce soit une question de mode ou d'usage, cette partie-là peut être changée. Et la structure acier de cette chaise, elle a une durée de vie de 60 ans, par exemple. Ça, c'est une étude de cas très intéressante parce qu'elle a montré que l'empreinte carbone des 5 réaménagements preneurs d'un bâtiment en 40 ans dépassait l'empreinte carbone de sa structure et son enveloppe. Donc, vous voyez ici en rouge tous les projets d'aménagement intérieur en rouge. Et quand vous regardez l'additionnalité à la fin, ça dépasse, même en ajustant pour le fait que le béton qu'on utilise aujourd'hui, il est de 30% plus efficace en carbone qu'en 1960. Donc, même en faisant cet ajustement aux valeurs d'aujourd'hui, les aménagements dépassent l'empreinte carbone de la structure du bâtiment. Et tout ça, c'est sans le mobilier. Donc, quand on ajoute le mobilier sur 60 ans, l'empreinte des aménagements dépasse même l'empreinte de la structure du bâtiment. C'est difficile, d'ailleurs, je pense qu'il faut ajouter que c'est difficile de mesurer l'impact du mobilier parce qu'aujourd'hui, les FDES, elles sont obligatoires pour les matériaux, mais la plupart des fournisseurs aujourd'hui ne font pas d'études d'empreinte carbone, par exemple, sur le mobilier qu'ils mettent sur le marché. En termes de conception, donc une fois qu'on a posé toutes ces données, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait quand même qu'il y a des lots en termes de mobilier qui sont les plus impactants. Donc, par exemple, les postes de travail, les assises et les rangements. Donc, si pour un projet, on va se dire qu'on ne peut pas tout faire en circulaire, en réemploi, mais si on cible juste les postes de travail et les assises, par exemple, on aura touché à la plus grande partie de l'empreinte carbone. Donc, notre vision est que les projets d'aménagement peuvent créer de la valeur environnementale, sociale et économique en adoptant une démarche circulaire. Donc, on vient de développer quelques enjeux environnementaux, la réduction du bilan carbone, la protection des ressources, la réduction des déchets. Et à travers les exemples qui suivent, mes collaboratrices vont aussi vous partager davantage sur d'autres sujets. Je suis ravie maintenant de passer la parole à Lucille Delettre et Pauline Joanneau, qui vont justement vous parler du diagnostic réemploi et la conception circulaire qui peut en suivre. Donc, merci Léna. Donc, comme vous venez de le voir avec Léna, l'enjeu carbone et environnemental qui se joue sur les matériaux aujourd'hui est très important et il devient une priorité en fait, d'inclure nos projets dans des démarches de réemploi. Et en fait, cette démarche va passer tout d'abord au travers... Quoi ? Vous m'entendez bien ? Oui, donc cette démarche va passer au travers d'un diagnostic réemploi et une conception circulaire, qui sont des études à mener en parallèle. Et aujourd'hui, nous avons chez nous toutes les expertises nécessaires qui vont permettre de mener à bien ces démarches et accompagner vos projets. Déjà, qu'est-ce qu'un diagnostic ressources ? Eh bien, dans le cadre d'une rénovation, il va s'agir de faire l'inventaire des éléments matériaux et étudier en fait leur potentiel de réemploi qui pourra se faire in situ, c'est-à-dire sur le futur projet d'aménagement ou hors site.
Et puis, dans le cadre d'un projet neuf, il s'agira en fait juste de faire une étude de marché et de ce que l'on pourrait sourcer sur un autre site. Ce diagnostic... Excusez-moi, il y a un petit problème de latence sur les slides. Voilà. Ce diagnostic est d'autant plus important dans tout projet de rénovation puisqu'il va devenir en fait obligatoire à compter du premier trimestre 2022 dans le cadre de l'évolution de la loi AGEC qui est effective depuis 2020. En fait, cette réglementation elle va évoluer et permettre d'encadrer la gestion des déchets et des matériaux issus des projets de déconstruction et d'encourager le réemploi. Il va y avoir donc une évolution de cette réglementation sur la responsabilité élargie du producteur qui va être étendue et l'obligation de réalisation d'un diagnostic qu'on appellera le diagnostic PMD, produits, matériaux, déchets, qui vient prendre place en fait, du diagnostic ressources que l'on mettait en place dans les démarches réemploi. Le but en fait, est d'anticiper la gestion des ressources et de planifier le chantier et la gestion du réemploi et des déchets qui en seront issus. Donc, comme précédemment mentionné, l'une des premières évolutions de cette réglementation concerne la responsabilité élargie du producteur, la REP, qui va inclure de nouveaux matériaux, notamment sur le bâtiment. On inclut les équipements techniques et surtout les produits de seconde œuvre. Il faut savoir que l'ameublement faisait déjà partie de cette REP depuis la loi Grenelle pour l'environnement et le traitement de cette filière en fait, est fiabilisé depuis 2013 par Val-Delia qui, en tant qu'éco-organisme, organise la seconde vie de ces produits. Aujourd'hui, en fait, plusieurs questions vont se poser. Certes, il y a une écotaxe et un traitement qui est fiabilisé pour le mobilier, mais on peut se demander quelle sera l'organisation de demain pour les revêtements intérieurs. Est-ce que ce sera une reprise par un fabricant ou un éco-organisme? Et même si cette filière de reprise s'organise, il faudra qu'en amont, que lors de la conception, on réfléchisse à des moyens de concevoir des produits pour favoriser leur démontabilité, le réemploi, leur recyclabilité et en fait éviter toute incinération ou enfouissement. Le second volet de l'évolution de la loi AGEC concerne donc l'obligation de réaliser un diagnostic PMD. Seront concernés par la réalisation de ce diagnostic en fait toute déconstruction de plus de 1000 m² ou toute opération de réhabilitation qui comprenne au moins deux éléments, soit issus du second œuvre, soit issus des lots techniques. Donc en fait, ça va concerner tout projet de rénovation de plateau de bureau, quel qu'il soit. Ce diagnostic, en fait, il sera constitué d'un inventaire en quantité, en localisation et un avis sur l'état des matériaux qui seront décelés sur site. Donc, le but, c'est de savoir où trouver quoi, en quelle quantité et en quel état sur mon projet de déconstruction, rénovation, démolition. Pourquoi réaliser cet inventaire? Le but, c'est d'anticiper en fait, la démarche de réemploi et d'étudier le potentiel de réemploi de ces matériaux décelés sur site et d'envisager des scénarios ensuite de réemploi in ou ex situ. Ou tout simplement, si les matériaux sont jugés comme ayant été trop utilisés, étant vétustes, pouvoir choisir au mieux les filières de valorisation adéquates. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà tout un écosystème qui existe pour mener à bien cette phase de réemploi des matériaux issus d'un chantier de déconstruction ou rénovation. Donc, c'est une démarche qui a su trouver des filières et des acteurs solides. Et donc, aujourd'hui, nous savons nous entourer sur nos projets partenaires pour mener à bien ces démarches de réemploi. Au-delà du cadre réglementaire, pourquoi faire ce diagnostic?
Eh bien, il y a tout d'abord l'argument environnemental. On a vu avec l'épuisement des ressources, l'impact carbone, la limitation des déchets. C'est une démarche qui se veut vertueuse et qui devrait devenir le modèle de demain. Ensuite, il y a l'argument économique, puisque au travers de plusieurs retours d'expérience, notamment le projet RATP, dont Pauline vous parlera ensuite, on a pu voir que le curage en réemploi, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise de curage s'associait avec un partenaire du réemploi, nous a coûté moins cher qu'un curage classique grâce à la revente des matériaux sur d'autres projets. Ensuite, il faut savoir que les certifications environnementales commencent à pousser en ce sens. On peut citer notamment la certification BREEAM In Use qui, dans sa version V6, demande la réalisation d'un diagnostic ressources afin d'anticiper donc les déménagements des futurs preneurs des lieux. Il y a aussi la certification HQBD 2016 qui se penche sur ce sujet et prochainement, on espère, le label donc Circolab qui permettra donc de certifier la mise en place, enfin, de poser un label et une note sur la démarche des réemplois qui a été mise en place sur le projet. Et surtout, pourquoi faire ce diagnostic et si possible le plus en amont d'un projet de rénovation. Comme on l'a dit, c'est donc pour anticiper la fin de vie et le futur déménagement ou la future rénovation et mener à bien ces réflexions réemploi. Mais là, il faut savoir que on parle beaucoup de curage, mais la réflexion sur le réemploi ne s'arrête pas à cette phase-là et à juste la réalisation du diagnostic PMD. Une réflexion est à avoir sur le projet de conception sur des futurs aménagements de plateaux de bureaux, bien sûr, avec en premier lieu une étude de la faisabilité du réemploi et une identification des éléments sur lesquels axer la démarche au regard donc, de soit l'étude du diagnostic ressources dans le cadre d'une rénovation et l'étude du marché du réemploi, ce que l'on pourrait aller sourcer sur d'autres projets, puisqu'on ne va pas s'engager sur la mise en place de matériaux issus du réemploi si finalement on ne trouve pas de gisement, que ce soit in ou ex situ. Donc, oui, donc on a pu effectuer plusieurs diagnostics ressources et mettre en place des démarches réemploi sur plusieurs projets de curage. Là, vous avez l'exemple avec la rénovation d'un plateau de bureau de 1500 m² situé dans Paris, intramuros. Alors, sur ce projet, il y avait une volonté de la maîtrise d'ouvrage, malheureusement, de ne pas mettre de réemploi sur les futurs aménagements. Donc, il a fallu chercher que des repreneurs extérieurs, soit par donation, soit pour achat au prix de dépose. Sur ce projet, donc, qui concernait uniquement les aménagements intérieurs, donc les projets secondes œuvres, on a pu identifier 18 gisements, dont 13 avec un fort potentiel de réemploi, dont l'état d'usure nous poussait ne nous permettait pas tout du moins de les mettre en vente, et 3 dont on n'était pas sûr qu'ils puissent aller convenir en fait aux filières du réemploi et pour lesquels on envisageait plutôt le recyclage. Donc sur ces 18 gisements et en fait finalement sur ces 13 matériaux avec un fort potentiel de réemploi, nous en avons tiré les conclusions suivantes. Tout d'abord, avec un réemploi de ces 13 matériaux, on économisait, on sauvait de l'émanation de 1200, un peu plus de 1200 tonnes de CO2, ce qui est assez important. Et surtout, par la revente de ces matériaux, ou tout du moins par leur achat au prix de leur curage ou leur dépose propre, il n'y avait pas de surcoût à ce réemploi. Ce même type de réflexion a pu être mené sur d'autres projets
Et la conclusion reste la même, c'est que en fait, tout projet a un potentiel de réemploi et que finalement, tout matériau mérite d'être étudié sous le sceptre de l'économie circulaire, et ce, pour que ce soit pour un réemploi sur le futur aménagement ou pour un repreneur externe. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pauline qui va donc vous décrire en fait des démarches de conception réemploi, que ce soit sur site existant, donc, incluant un curage ou sur un nouveau projet d'aménagement. Bonjour à tous, merci Lucie. Donc, en effet, le but en conception, c'est de bien sûr donc, réduire la consommation en matériaux et mobilier neufs, comme on l'a pu voir précédemment avec tous les enjeux dont on a parlé. Donc, en conception, ça devient une vraie stratégie où, comme on a parlé avec Lucille, quand le projet est neuf, par exemple, ou qu'il n'y a pas eu de diagnostic, il va falloir faire une identification des lots à sourcer, donc en réemploi, ou bien sonder le marché des matériaux disponibles sur les plateformes, par exemple. Donc, c'est une étape qu'on va faire, nous, en tant qu'architectes, avec la maîtrise d'ouvrage, pour bien cibler les éléments issus des filières qui nous intéressent. Ensuite, on va pouvoir dessiner le projet, donc avec un design des espaces au regard donc, des logements disponibles et raconter tout un storytelling pour voir justement si on va pouvoir réemployer directement ou devoir passer par le upcycling en transformant les matériaux et mobilier récupérés. Donc, c'est à partir de ce cadrage qu'on va faire donc, une rédaction des cahiers des charges en incluant donc, un maximum de remploi, en donnant des quotas, des objectifs à donner, et en décrivant les objectifs, la planification et bien sûr les méthodes de pose que cela engendre. Si on fait un focus sur le mobilier, on fait aussi, comme on l'a vu, c'est une part très très importante des enjeux carbone sur des projets d'aménagement intérieur. On fait des cahiers des charges très, très détaillés qui vont qui vont prendre en compte la partie du mobilier qui sont réutilisés, les mobiliers qui sont issus de l'upcycling, et on va aller aussi sourcer donc, des fournisseurs qui sont en capacité de nous répondre grâce à des certifications comme Cradle to Cradle par exemple, qui a un enjeu qui a une certification avec 5 piliers. Qui parle à la fois sur l'utilisation de l'eau, les enjeux de santé, la réutilisation des matériaux, qui propose de l'équité au niveau des salariats et toutes les personnes incluses dans le process, et bien sûr l'utilisation des énergies. Ce qui nous permet donc de se reposer à la fois sur des fournisseurs qui sont en capacité de faire du circulaire de manière industrielle et à la fois de sourcer des mobiliers qui vont plutôt être issus de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est à partir de tous ces éléments qu'on va pouvoir penser un design fort et même à partir d'éléments détournés, raconter une nouvelle histoire. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait sur le projet Vinci, où là, c'était un projet complètement neuf. Donc, il n'y avait pas de mobilier ou de matériaux à réemployer directement sur site. Donc, le cahier des charges, on l'a orienté avec des objectifs de 30% de matériaux de construction labellisés C2C. Et on avait un objectif de 75% du mobilier C2C. Et finalement, on est arrivé à 80% au final, avec 100% des postes de travail et sièges. Donc, c'est une réussite importante pour le projet Vinci avec la certification Cradle to Cradle. Ensuite, il y avait le projet Lagardère, où là, c'était plus une question sur le réemploi, puisqu'on était en rénovation. Donc, on a vu qu'ils avaient un ancien site qui s'appelait l'Étoile du Nord, donc qui était un bar avec un comptoir en zinc et du mobilier chaise qui avait un fort potentiel aussi, qui était quand même dommage il devait libérer ce local. Donc on en a profité pour récupérer le bar pour le réinstaller dans la tisanerie, comme on voit en haut à droite. Récupérer aussi les tables et les chaises qui étaient en très bon état. Et au niveau de l'aménagement, les cloisons type atelier étaient encore complètement adaptées et dans l'air du temps, donc on les a réutilisées dans l'aménagement global. Ensuite, il y a le projet, par exemple, Heineken, où là, c'était assez intéressant puisque au début,
le cadrage ou notre but était assez contraint économiquement. Et donc, il a fallu trouver des pistes d'économie. Et finalement, le réemploi qu'on fait tous depuis toujours s'est révélé d'autant plus performant, puisqu'ici, on l'a vu, les lots qui étaient assez impactants, qui sont les postes de travail, les sièges et les armoires, ont tous été récupérés à 100%. Et les sièges human scale dont on parlait tout à l'heure, par exemple, certains ont été rembourrés ou grâce à des pièces détachées, enfin, ont pu être remis en état. Et au niveau du mobilier convivialité, avec des belles pièces de chez Vitra, par exemple, ou des fauteuils assez cosy, on peut être récupéré à 90% et nous ont permis de reparler et de refaire un design avec des objets détournés aussi, comme on le voit avec ces fûts issus des festivals à Heineken qu'on a réussi à réintégrer et raconter une histoire forte tout en faisant du réemploi. Ensuite, il y a aussi le projet de Marly pour le client STAM avec aussi RATP Urbanopolis, où nous avons fait appel à Extramuros qui, à partir de chutes de bois, de chutes de panneaux pour faire des mobiliers, par exemple avec l'entreprise Kinaps, récupère tous ces déchets normalement pour en faire des nouveaux mobiliers sur mesure. Donc là, c'est un partenariat où on a dessiné ensemble quelque chose pour nos clients. Et ensuite, il y a aussi, donc on en parlait pour Maison de la RATP, qui a été un gros projet sur le curage, puisque c'est quand même un projet de 30 000 m². Et donc, ça a été un terrain un peu de jeu pour tester. Et cela nous a permis de voir qu'il y avait il en était ressorti trois succès, on va dire. Au niveau des portes, Gepetto, qui travaille avec Tricycle, on en a refait des tables. Donc, on voit le travail de designer qu'ils ont mis en place pour faire ces champs et ces assemblages. La moquette qu'ils ont revendue sur Baticycle a été tout de suite réemployée dans un cabinet d'architectes. Donc, en fait, la moquette que vous voyez en bas à droite était à la RATP avant. Et troisième chose, le vidage mobilier. Donc, toute la collection des années 2000, voire 90 de la RATP a été revendue directement au CNRS pour leurs nouveaux aménagements. Donc, ce qui a tout de suite été déduit du prix du vidage mobilier. Donc, ça a été un succès sur plusieurs aspects. Donc, en effet, ce succès, c'est mesurable, comme on le voit, avec Tricycle qui nous a accompagnés sur la maison de la RATP, qui nous a édité des bordereaux en montrant toutes ces tonnes de mobilier et de matériaux qui ont été recyclés, réemployés ou donnés ou valorisés. Et donc, on voit aussi que RATP, avec Urban Station qui gère la gestion de site, communiquent et beaucoup dessus, et vous pourrez voir sur leur page LinkedIn les vidéos intéressantes. Donc, c'est un fort impact RSE pour eux, parce qu'il y a aussi beaucoup d'heures d'insertion qui peuvent intégrer à leur bilan RSE, et c'est un enjeu de communication fort pour eux. Voilà. Je vais pouvoir passer la parole à Léna de nouveau. Merci. Merci Lucille, merci Pauline. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc avec tout ça? D'abord, les clés de succès, les conditions de réussite. Pour nous, déjà en ligne directrice, en chapeau, on a parlé un petit peu du design, mais de faire un beau design qui reflète l'ADN et la culture de l'entreprise est une condition essentielle de réussite, parce qu'elle permet au projet d'avoir du sens pour tout le monde, que ce soit pour la société, pour les collaborateurs, et aussi pour la société avec un grand S. Donc, c'est vraiment le design qui donne du sens au projet. Et ensuite, il y a une attente forte de la société, au sens large, d'intégrer les enjeux environnementaux dans les projets immobiliers. Et donc, l'économie circulaire, comme on vient de voir, propose beaucoup d'impact avec une seule action, si on peut le dire comme ça. Donc, pour les projets, les clés de succès sont déjà de se fixer des objectifs de résultats dès le cadrage du projet. C'est de constituer une équipe pluridisciplinaire et engagée. Ensuite, c'est de s'entourer d'un réseau et des partenaires. Comme en a parlé Lucille,
On ne peut pas faire un projet d'économie circulaire tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de cette démarche. Et ensuite, en quatrième point, c'est aussi de suivre les KPI. Donc, c'est important de se fixer les objectifs, mais après de suivre ces indicateurs. Et comme on a vu avec le projet de Vinci, par exemple, on a pu même dépasser les objectifs qui étaient fixés pour le projet. Ensuite, pour accélérer l'adoption de la circularité, quelques clés de succès. Donc, le soutien de tous les acteurs, que ce soit des acteurs industriels, artisanaux ou de l'économie sociale et solidaire. On a besoin de tout le monde pour faire un projet en économie circulaire. Le deuxième point, c'est de capitaliser sur les retours d'expérience pour faire évoluer les pratiques. Donc, un peu comme on fait aujourd'hui, on partage notre retour d'expérience sur les projets. L'idée est de partager ce retour d'expérience pour que tout le monde puisse apprendre de ce que font les autres. La dernière clé, c'est de mettre en place des actions pour un changement de mindset. Donc, que ce soit par exemple la façon dont on écrit les baux, les ententes, les contrats entre les bailleurs et les preneurs, ou que ce soit au cadrage, au démarrage du projet, avoir de penser en durée de vie ou de penser en sobriété ou de choisir une esthétique pérenne, par exemple. Tout ça, c'est un changement d'esprit quelque part qui va être une partie clé pour accélérer l'adoption de la circularité. Nous sommes convaincus aussi que la démarche circulaire est accessible à tous. Donc, tous les projets peuvent atteindre 20% de circularité, par exemple. D'ailleurs, ce 20%, il est réglementaire pour le marché public. Donc, si vous consultez, je ne sais plus exactement le nombre du circulaire, mais par exemple, dans les travaux et projets publics, il y a une obligation d'acheter ou de réemployer 20% de son mobilier issu du réemploi ou de réemployer son mobilier existant. Et c'est différent pour chaque catégorie. À 40%, il faut avoir un focus sur les grands lots. Par exemple, de se dire qu'on va cibler les cloisons, les moquettes, les postes de travail, les assises et les rangements. Et juste en se ciblant, par exemple, sur ces lots-là, ça nous permet d'arriver vers 40% de circularité. Et après, pour atteindre les niveaux un peu plus ambitieux, par exemple 80%, on sait que les filières sont suffisamment matures aujourd'hui pour atteindre déjà ces niveaux d'ambition plus poussés. Et à ce niveau-là, c'est vraiment important de se donner le temps aussi de travailler sur les gisements sur place, les gisements externes, de travailler avec des grands acteurs, les acteurs locaux, les petits acteurs, pour que tout le monde puisse apporter sa pierre pour faire le projet ensemble. Et donc, tout commence évidemment avec un bon cadrage. C'est une démarche d'innovation, effectivement, mais elle s'intègre dans un processus métier éprouvé. Donc, pour vous lancer dans un projet, il y a toutes les étapes qu'on connaît dans un projet immobilier, un projet d'aménagement intérieur classique. Sauf que dans le cadrage, on se fixe des objectifs circulaires. On emmène tout le monde. Et ensuite, il y a la nouvelle phase, c'est le diagnostic. Donc, le diagnostic, pour rappel, doit se faire avant le design parce que c'est suite à cette action qu'on saura qu'est-ce qu'on a, de quoi peut-on faire le design. Et durant tout ce processus, il y a une partie d'accompagnement et de démarche apprenante parce que c'est une démarche qui même si elle se pratique déjà depuis 40 ans, sur l'ampleur des projets qu'on emploie aujourd'hui, c'est une démarche qui reste relativement neuve quand même. Et pour réussir un projet, c'est important de s'intégrer dans un écosystème d'acteurs pour piloter,
conseiller, sensibiliser, inspirer, concevoir et réaliser ensemble. On ne va pas vous faire bouger les lignes tout seul. Donc, vous voyez ici, par exemple, il y a la volonté de la MOA, il y a les questions de financement, il y a toute la partie AMO, MOE, donc les métiers d'Arpastrans, que ce soit de faire du conseil de pilotage, la conception, de suivre les KPI, de faire le diagnostic ressources. Après, il y a tous les partenaires qui nous aident à faire du stockage, du mise en vente, de relooking, du curage évidemment. Il y a aussi toute la partie offre, mobilier et matériaux circulaires, donc upcyclés, recyclés, recyclables, biodégradables, que ce soit industriel ou artisanal. Et il y a aussi toute la partie organismes réglementaires, donc par exemple le CSTB, qui est un acteur très, très important dans la réussite de cet écosystème. Et il y a aussi les organismes certifiants, comme par exemple Circolab, qui propose un label pour certifier et valider une démarche circulaire. Notre vision, en tant qu'Arpastrans, de l'immobilier circulaire, est une vision complète à 4 axes, en commençant par la notion d'usage et d'adaptabilité. Donc, cet axe, elle commence avec une réflexion sur les usages et l'anticipation des futures évolutions. Ensuite, on a l'axe du diagnostic, dont on vient d'en parler en détail aujourd'hui. Ensuite, la conception circulaire, donc l'intégration de ce qu'on a identifié lors du diagnostic in situ ou aussi sur le marché. Dans la conception circulaire aussi, on est emmené à faire appel à l'économie de la fonctionnalité, par exemple, à voir comment cela évolue dans le marché avec la nouvelle REP. Et finalement, on a la notion d'achat et d'exploitation. Donc, c'est d'élaborer un plan d'achat et de réassort circulaire, mais c'est aussi de penser son exploitation pour la préservation aussi des ressources qui sont sur site et de faire une exploitation qui en soi est aussi vertueux. Et notre vision, on dit qu'elle est complète aussi parce qu'elle s'applique aussi bien aux aménagements intérieurs et on comprend le mobilier dans notre démarche, aussi les bâtiments et on peut aller jusqu'à l'échelle d'un quartier. Donc, on vous invite à être les premiers avec un haut niveau d'ambition. Ça n'est plus qu'une envie. Donc, on vous invite à devenir acteur responsable, de faire le bilan de la valeur sociale, écologique et économique, parce que ceux-ci sont mesurables. Et on vous rassure que le chemin est tracé, c'est testé, c'est faisable, c'est encadré par la loi et c'est même plus économique dans une vision globale. Donc, merci beaucoup pour votre attention ce matin. La parole est à vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si ce n'est pas déjà fait et pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a une première question. Oui, alors nous avons une question de DRD Architecte qui nous demande, alors dans le cadre d'un projet où il y aurait le réemploi de tuiles issu d'un autre projet, donc en lieu et place des tuiles neuves. En fait, le coût de cette démarche serait mis au coût et à cela s'ajoutent des assureurs qui seraient réticents à la mise en place donc, de ces tuiles réemployées. Ah non, on ne peut pas. Je recommence. Ok. Et donc, quels seraient les leviers d'action et les moyens pour convaincre dans cette démarche, si je comprends bien? Effectivement, là, l'argument économique n'est finalement pas applicable. Il faudrait plus travailler et sensibiliser sous l'angle de l'aspect environnemental, de la réduction des déchets et de l'empreinte carbone du projet. Peut-être avancer l'argument histoire, trace de l'ancien, storytelling.
plutôt sur ces points-là qu'il faudrait sensibiliser la maîtrise d'ouvrage pour qu'elle rentre dans cette volonté de mise en place du réemploi. Et concernant les assureurs, oui, aujourd'hui, ça reste un point sensible. Toutefois, il y a une évolution de leur part qui est en cours et qui va aller dans le sens du réemploi. Et sur ce point-là, pour plus de détails, en fait, il y a un très bon ou un autre webinaire qui a été fait par Elisabeth Grelot du cabinet SCOB, qui explique donc comment convaincre en fait, les assureurs de nous suivre dans des démarches réemploi. Voilà. C'est une réponse très, très évasive, mais malheureusement, c'est vrai que ce sont des sujets auxquels il n'est pas facile de répondre, parce que chaque projet a un peu sa particularité. Aujourd'hui, il faut se battre un peu pour mettre du réemploi sur certains projets. Je crois que la prochaine question est aussi pour toi. C'est quoi la prochaine question? Comment seront suivies les obligations réglementaires de réaliser des diagnostics? Ressources, eh bien, c'est encore assez flou là-dessus, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on devra remplir en fait quelque sorte des CERFA et des tableaux issus des plateformes gouvernementales et qui devront être soumises en fait au CSTB. Et le but derrière est pour le CSTB d'étudier en fait les données issues de chacun de nos projets pour faire des études donc réemploi, économie circulaire et voir comment est-ce que la filière se pérennise. Donc, concernant le contrôle en lui-même de la réalisation de ce diagnostic, on ne sait pas encore si ce sera l'objet d'un CERFA dans le cadre d'un dépôt de PC ou si ce sera juste une attestation de la part du CSTB de bonne transmission en fait, de ce diag. Super, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez d'autres questions plus tard, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci, bonne journée et bon appétit. Au revoir. Au revoir.